Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro consacré aux Assises européennes de la transition énergétique. C'est un événement d'ampleur pour le Grand Genève, ce sont près de 3000 congressistes qui sont présents pendant 3 jours. Mais quel est l'impact réel de cet événement? Peut-on changer les choses pour la transition énergétique en seulement 3 jours? On en discute avec des politiques mais aussi des techniciens de la région. Vous découvrirez aussi une partie du off des Assises. Ce sont les événements organisés en marge de ces 3 jours pour le grand public. Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, on part à la découverte de notre territoire. Cette fois-ci, direction Sancergues pour une randonnée en raquettes nocturne, suivie bien sûr d'une traditionnelle fondue. On va donc parler de cet événement incroyable pour le Grand Genève, assez novateur aussi dans sa dimension. Ce sont les Assises européennes de la transition énergétique. Mais je vous propose juste avant de faire un petit tour de l'actualité transfrontalière du mois. Une autorité unique pour le Léman Express. C'est ce qu'ont demandé les autorités de la Confédération, Genève, Vaud et France pour le futur RER transfrontalier. Ils souhaitent créer d'ici à 2023 une autorité commune pour gérer les coûts, la rentabilité et tout autre enjeu commun à cette ligne. La passerelle piétonne de la jonction a réouvert. L'année de travaux aura permis l'élargissement de la passerelle. Cette rénovation s'inscrivait dans le cadre du projet ferroviaire SEVA. La réouverture du viaduc de la jonction devait être coordonnée à l'ouverture de la nouvelle gare de Lancy-Pont-Rouge. Coup de massue pour le Grand Genève. Il ne devrait recevoir que 38,8 millions de francs de la Confédération pour la période 2019-2022. Il en attendait 5 fois plus pour ses projets. Berne a constaté un manque de préparation. C'est à vous de pousser les projets de la première et la deuxième génération. Les conditions pour la troisième génération étaient dès le début assez claires. Il faut des avant-projets qui sont mûrs, qui sont là, qui sont décidés. Et là, votre planification aussi, la résistance parfois contre les projets, oui, ça joue un rôle. Luc Bartassa, Pierre-Jean Crast, bonjour. Bonjour. On vient de le voir dans ce sujet, la Confédération a fermé les robinets pour le projet d'agglomération. Or, dans ce projet, on avait des mesures environnementales. On se trouve ici aux Assises de la transition énergétique. Ça tombe plutôt mal, cette fermeture des robinets, Luc Bartassa. Écoutez, la fermeture du robinet, il y a encore des possibilités de le réouvrir, ce robinet. Donc on a vu encore Madame de Retz-Le-Tart qui nous a fait le plaisir de venir sur cette manifestation. Et puis, on a pu sentir à travers ces différentes interviews que tout n'était pas terminé, mais ça veut dire aussi quelque chose, c'est qu'on doit peut-être mieux travailler ensemble pour pouvoir faire aboutir des projets. On apprend que c'est surtout ceux de l'agglomération 1 et l'agglomération 2 qui n'ont pas forcément été dépensés alors qu'on demande de l'argent, alors que justement on est prêt plus ou moins sur le 3. Mais il n'y a pas seulement de réunification à faire, entre autres avec la région française, puisque ça concerne des projets transfrontaliers. Et je crois que le message a passé de tous les côtés. Pierre-Jean Crast, quand c'est Berne qui décide, la France, elle n'a pas son mot à dire là-dedans. Écoutez, je trouve ça normal, c'est quand même un pays souverain qui décide de dépenser de l'argent sur un territoire tiers. Alors je trouve qu'on est sur un projet d'agglo commun avec le district de Nyon et le canton de Genève, mais personnellement, en tant que Français, certes on peut discuter, argumenter, mais je trouve tout à fait normal que ce soit Berne qui décide comment utiliser son argent. C'est quand même des millions en moins, notamment pour cette transition énergétique, pour l'environnement. Ça, c'est grave, ça entame tout ce qu'on essaye de construire ici. Il faut dire que pendant des années, Genève a pris beaucoup de retard. On est en train de rattraper ce retard. Il faut quand même comprendre que sur la gare en souterrain, on espérait avoir 800 millions, on va toucher 1 milliard, donc 200 millions de plus. Dans tout le procédé PRODES qui concerne le rail, on a quand même 800 millions qui sont dédiés à Genève, entre Genève et Lausanne. Donc c'est déjà 1 milliard de plus que ce qu'on voulait, rien que ces derniers mois qui ont été décidés. Maintenant, il manque les 130 millions pour la ligne La Plaine-Cornavin. Grâce à l'union qu'on a pu mettre en place avec les cantons romans, on a de bons espoirs de les toucher. Et puis on passe sur un autre sujet qui est le plan d'agglomération numéro 3, où on va recommencer à se battre, comme on l'a fait sur Fife,
comme on l'a fait sur Forta, comme on l'a fait sur Swissness. C'est quand même, là, on parle de grands projets, du tram vers Saint-Genis, du tram vers Annemasse. Ces projets-là, on les enterre jusqu'à 2022 si on n'a pas d'argent. Alors, Annemasse, il s'agit de la seconde phase. La première phase est en travaux et puis fin 2019, elle sera mise à jour, elle sera mise en service. Le débat, c'est le niveau de maturité des projets. Et en l'occurrence, que ce soit le tram de Saint-Genis ou l'extension du tram d'Annemasse, toutes les études sont faites. On n'attendait plus que la confirmation du financement pour lancer les appels d'offres. Mais ça veut dire que c'est mis en pause, tout ça? Ça prendra probablement un peu plus de temps pour les réaliser, pour à la fois convaincre de nouveaux cofinanceurs, mais comme le disait Luc Bartassa, c'est pas perdu, c'est un premier rapport. Et puis tous ensemble, eh bien, maintenant on doit démontrer que les projets sont mûrs pour que la décision politique finale soit modifiée. Le Grand Genève, en tout cas, il avance sur un point, c'est sur la qualité de l'air. On l'a vu hier, l'accord Pacter a été signé. Le détail avec notre collègue Gilles Miellot. Un premier accord transfrontalier, une première en Europe pour l'amélioration de la qualité de l'air, signé par les élus et collectivités locales du Grand Genève. Un programme ambitieux qui vise à réduire de moitié les rejets d'oxyde d'azote et de 18% les émissions de particules fines d'ici à 2030. Covoiturage, promotion de la mobilité douce, modernisation des équipements de chauffage, avec des outils communs d'analyse et une action concertée. Nous, on a des problèmes un peu avec l'aéroport. On a fait certaines mesures qu'on a prises avec M. Maudet et M. Hodgers. Ils ont des problèmes avec leurs chaufferies, alors que nous, on est en train de changer les nôtres. On leur explique quel système on a mis en place pour pouvoir les changer. Donc, ils sont friands de pouvoir faire la même chose. Et tout ça, c'est de la collaboration. On a pris ce qui allait de bien en France, on prend ce qui va de bien en Suisse. Comme la circulation différenciée, en cas de pic de pollution, les vignettes critères françaises seront prochainement mises en place à Genève. Le transport représente le point noir en matière de pollution dans la région qui cherche, c'est un paradoxe en France voisine, à agrandir son réseau routier, comme dans le cas du désenclavement du Chablais français. Quand vous voyez les bouchons quotidiens de nos concitoyens pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école ou à la crèche, la pollution, elle est, j'irais, dans tous nos hameaux, dans toutes les traversées de villes et de villages du Chablais, et qu'au contraire, l'axe autoroutier va favoriser la fluidité et diminuera la pollution. Pour les élus, la qualité de l'air dans le Grand Genève aura besoin plus que d'une inspiration, avec une politique commune aussi dans le domaine du logement. Luc Bartassa, on vous entend dire dans ce sujet qu'on prend le meilleur de chaque pays. Vous m'aviez dit exactement la même chose il y a un an sur ce plateau, sur le plateau d'Ensemble. Quand est-ce qu'on met ces mesures en place ? Écoutez, ces mesures, non seulement sont en train de se mettre en place, il y en a qui sont déjà en place. Il y a eu toute une ribambelle, comme je dis, de petites mesures qu'on a copiées un petit peu sur nos amis français. Il y a surtout eu, avant d'arriver à Pacter, cette plateforme G-Game où on a pu partager, je dirais, nos données, d'où viennent les pollutions. On rappelle peut-être ce que c'est la plateforme Game. La plateforme G-Game, c'est un échange d'informations, de données entre la région vaudoise, le canton de Genève et la région française. Concernant nos sources de pollution, on a l'aéroport, on a le trafic pendulaire transfrontalier, on a aussi tout ce qui concerne les chauffages. On est un petit peu plus en avance à Genève parce qu'on a mis en place le changement des vieilles chaudières. Les Français prennent exemple sur nous par rapport à ça. Ils prennent exemple sur quoi, les Français Disons qu'à Genève, il y a une réglementation qui oblige à être en conformité, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc Genève travaillera sur les vignettes, sur la circulation en cas de pic, et nous on doit trouver les dispositions pour qu'il y ait des contrôles sur les chauffages qui ne respectent pas les normes européennes. Mais ça on veut bien, mais c'est pour quand? On entend cette vignette critère. Dès cette année, il faut arriver à déjà des expérimentations dès cette année. La vignette critère pour quand? Parce qu'on a vu à Paris, en France, ça a été très très long. Non, c'est très très long, mais c'est en place. Les chaudières sont en train de se remplacer presque aux 2/3 chez nous. Ça commence en France sur l'exemple suisse. Le macaron qui équipera certaines voitures les plus polluantes pour pouvoir les interdire dans certains quartiers pendant les pics de pollution, ça existe au niveau de l'Union européenne. Ça se fait dans les régions françaises. Lyon, bientôt Annecy, Grenoble, bientôt Genève, peut-être demain Lausanne. Et ça, c'est du concret. C'est en commission maintenant des transports à Genève. J'espère que le politique va se responsabiliser et voir la nécessité de cette qualité de la vie qu'on doit à tout prix améliorer à Genève. Et dans Pierre-Jean Craste, quand on essaye de réduire la pollution, parallèlement on voit que la France veut construire toujours plus de routes. C'est pas un peu hypocrite?
Construire plus de routes. On a ce contournement, notamment comme ce qui est dit dans le reportage, le contournement du Chablais, le désenclavement du Chablais. Oui, alors écoutez, là, pendant 3 jours sur les assises en transition énergétique, on parle de mix énergétique. En matière de transport, il y a des secteurs où le transport public ne pourra jamais aller. Et donc c'est vraiment une complémentarité entre les autoroutes qui captent un certain trafic, les routes locales et puis le train, le transport public de proximité. Donc je crois que ce qui divise, c'est d'être sur des schémas, la route contre le transport public. Il y a des zones de pertinence, des endroits où il ne faut clairement pas autoriser la circulation automobile parce qu'elle n'est pas la bienvenue. Et d'autres endroits, il faut l'accepter. Dans ces assises, je reviens un peu sur l'événement, on se serre la main, on sourit, on intervient puis on repart. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se décident ici ? Écoutez, des choses qui se décident, en tout cas, je crois qu'on part tous avec notre liste de courses, nos bonnes idées, nos solutions de financement. Et puis, à travers nos services, des futures coopérations, on essaye de mettre en place des choses. Votre question au début, c'était de savoir si en 3 jours, on pouvait faire bouger les choses. Évidemment, ce n'est pas le délai de réalisation de projet. En revanche, on capitalise beaucoup de choses et on repart pour une année de mise en œuvre. Luc Bartassa, Pierre-Jean Crasse, merci et bonne fin d'assises. Merci beaucoup. En marge des assises, justement, des événements sont organisés dans toute la région. Exemple avec un dîner à la bougie, c'est dans le cadre du off des assises et ça se passait à Archamps. Difficile de le voir ici, mais la salle de l'auberge d'Archamps est complète. Normalement, il est très bon. C'est un chardonnay qui s'adapte. Tous sont venus chercher la quiétude d'un repas sans lumière. C'est romantique, c'est intime, entre copines, c'est sympa. Mais passé la porte des cuisines, la lumière est de retour. Ça marche à la suite, pâté croûte, à suivre, 8 cabillots s'il vous plaît. Un menu chandelier unique pour la soirée. Côté salle, le service est acrobatique. 208. Yes. Ça va, vous arrivez quand même à voir ce que vous faites ? Si tu peux, on essaye de faire comme on peut. C'est pas facile. Les clients, eux, en rigolent. J'ai oublié ma frontale, mais on va s'en sortir quand même. À savoir si le message de la transition énergétique est bien passé, la question est plus délicate. C'est pour le couvre-feu. Sourire aux lèvres, peau du ventre bien tendue, les ingrédients parfaits pour une bonne nuit de sommeil. Joël Vetter, Hervé Villard, bonjour. Bonjour. Vous aviez plusieurs casquettes ici, Hervé Villard, notamment celle de co-organisateur des assises. On vient de le voir dans ce sujet, dîner à la bougie. Est-ce que pour vous, ça, c'est vraiment sensibiliser le public à la transition énergétique ? Alors, on a vraiment mis l'accent sur tous ces aspects festifs, hors les murs des assises. On s'est appuyé sur le formidable réseau associatif du Grand Genève pour faire tout un tas de manifestations inédites. Et puis il y a eu des choses assez classiques, des choses plus inédites, plus farfelues, plus innovantes. En tout cas, ce qui était important pour nous, c'est que le territoire s'anime et s'allume de partout d'initiatives de ce genre-là pour montrer que la transition énergétique, ça peut être joyeux, ça peut être collaboratif, fédérateur, et puis démontrer qu'on sait faire tout ça et qu'on est déjà tous en marche. Autre casquette, celle d'un peu de technicien dans le Genevois français. On va essayer de faire sans aucune considération politique. Qu'est-ce qui fonctionne quand on veut mettre en place une mesure de transition énergétique dans le Grand Genève, sans considération politique ? L'avantage de Pacter, c'est qu'on a identifié vraiment de manière très objective tous les points de progrès qu'on pouvait avoir ensemble. Et on a trouvé ensemble les solutions. Alors ça touche l'habitat, ça touche la manière de construire et de concevoir la ville, ça touche le transport, ça touche l'industrie, ça touche aussi les usages et les comportements de chacun de nos habitants. Vraiment, tout le monde est concerné, tout le monde a un rôle à jouer. Et l'accord qu'on a signé de manière globale avec plus de 12 signataires hier démontre que tout le monde est dans la boucle. La route, les transports, c'est aussi bien sûr le cœur de ce qui se passe dans notre région. Joël Vetter, vous vous occupez de la mobilité dans le district de Nyon avec un chiffre assez positif, plus 30% de fréquentation des transports publics en 4 ans. Comment vous avez fait ? Oui, plus 30% en 4 ans. Il faut voir qu'il y a une dizaine d'années, les communes ont pris conscience que les transports publics étaient déficients en fait, en termes d'offres, en termes de qualité de prestation, en termes de correspondance avec les trains. Ça veut dire quoi, une meilleure offre ? Ça veut dire plus de bus ? Ça veut dire des bus ailleurs, dans d'autres endroits ? Alors ça veut dire des bus en plus, des expériences de courses supplémentaires qui sont financées par les communes pour une durée limitée.
en tentant d'améliorer leur fréquentation. Ça veut dire des aménagements routiers pour prioriser les bus sur le réseau de manière à ce qu'ils soient prioritaires par rapport aux véhicules individuels et qu'ils arrivent à l'heure à la gare. Et ça veut dire aussi des mesures pour encourager les utilisateurs à emprunter les transports publics. Vous avez agi surtout pendant ces années-là sur les pendulaires. C'était ça vraiment le maillon central. Oui, c'était le public cible principalement visé, les pendulaires, domicile, travail. Aujourd'hui, on se pose la question parce qu'il a été démontré que une grande majorité aujourd'hui des déplacements se font pour des motifs de loisirs. On parle de près de 50% des déplacements au niveau national. Donc on a l'enjeu à l'avenir de réorienter notre public cible pour élargir et diversifier l'offre de mobilité. On parle toujours de diversifier une offre, d'augmenter les transports. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors concrètement, on a un réseau de vélos en libre service qui se développe. On a des collaborations avec les entreprises du Distrignon autour de plans de mobilité d'entreprise qui encouragent le covoiturage, qui donnent des conseils aussi aux utilisateurs pour orienter leur mobilité en fonction de leur cas particulier. On a aussi des projets d'amélioration des lignes de bus qui se font en collaboration avec les réseaux urbains et le canton de Vaud qui est l'autorité organisatrice des lignes régionales. Ça fait, voilà, c'est quelques mesures qui finalement doivent s'inscrire dans une palette d'offres pour améliorer la mobilité au quotidien. On a ces mesures, c'est aussi une question de comportement. On ne peut pas changer les gens, Hervé Villard. On ne peut pas changer les gens parce que les gens changent tout seuls. Non, mais c'est un éternel débat, mais je pense que les gens, contrairement à ce qu'on croit, ils sont beaucoup plus prêts à changer et on le voit au quotidien. Il faut simplement peut-être parfois les faire changer sans qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes, parce que si on décrète quelque chose du jour au lendemain sans l'expliquer, effectivement les gens vont être réticents au changement. Puis les gens, ça ne veut rien dire, les gens. Une population, elle est diverse, elle est complètement différente selon une région, selon les catégories sociales, selon les communes. Bref, c'est aussi un des axes de travail qu'on a souhaité aborder dans Pacter là-dessus et travailler sur ce que les gens sont prêts à faire, ce qu'ils ont déjà fait sans qu'on s'en rende compte. Et moi, je suis assez optimiste là-dessus. Là, on a des assises quand même qui sont très professionnelles, hein, très peu de grand public. On a des gens qui sont dans le domaine. Comment est-ce qu'on le met à la portée du citoyen? On se dit, je ne vais pas mettre un panneau solaire chez moi, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va faire changer le monde. Alors la transition énergétique, ce n'est pas que les panneaux solaires, c'est tout un tas d'autres choses, mais vous avez raison de prendre cet exemple. Ça veut dire aussi qu'on doit travailler sur la façon dont on se chauffe, la façon dont on se déplace, et c'est effectivement le travail, j'allais dire, ou ce que chacun doit faire. Néanmoins, ici, c'est vrai que ce sont des assises, une organisation réservée aux professionnels, mais on a fait aussi en sorte d'avoir le carrefour des métiers, où on a fait venir plus de 1500 collégiens, lycéens et étudiants. C'est en 3 jours, ce qui est quand même assez colossal. On a ces événements du off organisés par les associations. Sur les premiers événements, on a déjà plus de 1500 participants, ce qui est là aussi colossal. On a à peine une semaine, il y a encore 3 semaines d'événements. Tout ça montre que vraiment les gens sont dedans et beaucoup plus qu'on ne le croit. Joël Vetter, vous avez donné une conférence hier. Ça vous permet, vous, de rencontrer d'autres personnes qui ont à peu près le même métier que vous, mais ailleurs, en France ou en Europe? Oui, c'était un speed dating organisé par les Assises. Et donc, en fait, c'est un format qui permet de rencontrer rapidement des gens venus de l'Europe et qui permet d'échanger autour de sujets. Vous avez appris quelque chose en commun. J'ai appris des choses des participants. On a partagé nos expériences. Ça permet aussi de créer des contacts pour approfondir certains sujets par la suite. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau d'Ensemble. Merci. Comme chaque mois, découvrez votre chantier en cours dans le Grand Genève. Ce mois-ci, on parle de l'esplanade des particules. Ça se passe devant le CERN. Et cette circonstance, puisque cette nouvelle place fait une part belle à la mobilité douce. Regardez. L'esplanade des particules, ça a été un concours porté par l'État de Genève et le CERN pour faire de cette esplanade un lieu emblématique.
L'ancien aménagement, si vous vous rappelez, c'était juste les abords du CERN, c'était un grand parking, pas très accueillant, pas très sécurisé pour les cars de touristes qui viennent, qui se déversent et qui viennent visiter le CERN. Donc maintenant, cet espace, on va le rendre au public. Ce projet prend la forme d'une grande esplanade de 14 000 m² répartie en deux espaces. L'espace réalisé par l'État de Genève est recouvert d'une surface bleue avec du bitume et une résine, également des particules en laiton qui sont insérées dans cet espace. L'esplanade est en travaux depuis avril 2017. Les 2 premières étapes du chantier sont terminées. Nous attaquons la 3e étape et le chantier devrait être terminé selon la planification de l'entreprise en juin 2018. Le coût du projet de l'esplanade des particules est d'environ 6 millions de francs à charge du canton de Genève et avec une participation de 40% de la Confédération dans le cadre du projet d'agglomération. Février, le temps de la neige et des sports d'hiver, l'occasion de tester la raquette en nocturne avec à la clé une belle récompense culinaire de saison. Bonsoir Pierre-André. Bonsoir Céline, bienvenue à la Trélasse. Mais merci, on Côte est de la Givrine. au bord du feu, on est bien au chaud. Mais oui. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Alors ce soir, balade en raquette, à la pleine lune, cachée un petit peu par les nuages, mais bon, on espère qu'elle va quand même se montrer un petit peu. Alors on annonce les tailles de chaussures. Monsieur, taille de chaussures 45. Presque pas besoin de raquette avec des chaussures comme ça. 38. 38, un petit 38 pour Céline. Alors voilà. On va faire un petit tour de raquette d'environ 1 heure. On a la chance d'avoir la pleine lune, donc il fait assez clair, on n'a pas trop besoin des frontales. On va essayer de croiser le loup, les renards et la belette. Là, le petit yéti, là-bas, le gros yéti. Oh mince, c'est les chiens. Moi, je croyais que c'était les animaux. C'est physique. Alors, on va boire le coup de l'amitié, au milieu des bois. Santé. Santé, Céline, merci. Qu'est-ce que c'est cet alcool-là? Oh, c'est une petite fabrication maison. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une vipère. Ah, il y a une vipère. Pour bien finir la rando raquette, on se redonne un peu de courage. Balade terminée, Jean. Après l'effort, le réconfort. Ouais. Eh ben, faut aller manger une bonne fondue avec un bon petit chasse-là et puis se faire plaisir. Ce qui est bien à la Trélasse, c'est qu'on est guide pendant 1 heure, puis après on va en cuisine. Ouais. Une fois 6, une fois 5, et 3 monts d'or qui sont au four. Une fondue nature, mais aussi plein de fondues différentes. Ça, c'est un peu votre identité. 17 sortes de fondues à la carte. De temps en temps, on met des fondues du moment. Actuellement, c'est une fondue à la bière. Bière artisanale. On a fondue avec des ours, piment d'Espelette, champagne, truffes. Karine, une fois 6. On a perdu des calories et on peut manger plein de fondue, c'est très bien.
Je conseille à tout le monde de faire ça. Au moins, on n'a pas de remords. Santé. C'est la fin de cette émission, on va continuer à déguster tranquillement ces bonnes fondues. Hein. Merci Pierre-André pour l'accueil en tout cas, puis cette belle petite balade merci en à toi. raquette. Et au plaisir de vous voir à la Trélasse. Bah, merci. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Ensemble. Belle soirée à vous, au revoir.